Bonjour et bienvenue dans le voyage en Rosalie. Avant de commencer à pédaler, j'ai une annonce à vous faire. Rosalie devient une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations, en vous aidant à voir loin ensemble avec les outils de la prospective, en mettant en place les bons réflexes de coopération grâce à des expériences créatrices de liens, et enfin en accompagnant votre communication interne et externe au prisme du lien entre humains. Pour résumer, nous vous proposons de voir loin, faire ensemble et le faire savoir. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com. Et maintenant, montons dans la Rosalie pour un nouvel épisode. S'il y a bien un moment sympa dans la journée de parents, c'est celui de l'histoire du soir, le dernier rituel de la journée. Un livre, un câlin et dodo. Enfin, ça c'est la théorie. Je vous passe les faux départs, mais restons sur cette situation idéale et intéressons-nous aux histoires elles-mêmes. Avez-vous déjà pensé à la façon dont elles peuvent véritablement influencer non seulement nos enfants, mais aussi la société tout entière ? L'être humain est un animal de fiction. Yuval Noah Harari nous le rappelait très bien dans son livre Sapiens, nous avons besoin de récits pour donner du sens à nos vies et pour régenter nos relations. La fiction est partout dans notre espèce. L'argent, par exemple. Essayez de donner un billet de 10 € à un singe, aucune chance qu'il vous file ses bananes en échange. Alors que nous y croyons à fond, un bout de papier, ça vaut bien 10 bananes. Essayez d'éduquer votre chat en lui parlant de Dieu. Déjà qu'un chat, c'est pas facile à éduquer, alors il y a fort à parier qu'il ne fera pas le même pari que Pascal. Croyez-vous que vous parviendrez à convaincre un autre animal que l'être humain de travailler 8 heures par jour au nom d'une culture d'entreprise ? Il nous faut des histoires pour vivre ensemble, des fictions puissantes qui modèlent notre monde. Hollywood a été un super modeleur de monde. Nos rêves de grosses voitures, de maisons individuelles, de mariages en grande pompe. Merci Hollywood. Mais de quelles histoires avons-nous besoin aujourd'hui ? Quand nous atteignons les limites planétaires, que les stratégies politiques polarisent tous les espaces, quels récits seront capables de semer les graines d'un avenir plus juste et plus harmonieux ? Serons-nous capables de les inventer, ces histoires qui accompagnent nos enfants jusque dans leurs rêves ? Mon invitée se pose toutes ces questions. Il y a 11 ans, elle a imaginé pour son projet de fin d'études une petite boîte verte, une machine à histoire, qui depuis a été adoptée par 2 millions d'enfants. Maëlle Chassard, la créatrice de l'Uni, est en studio avec nous. Bonjour Maëlle. Bonjour. Maëlle, est-ce qu'on se dit tu ou est-ce qu'on se dit vous ? Première question. Tu, bien sûr. C'est important pour toi ? Tu dis tu facilement ? Tu très facilement et je préfère. Je trouve que ça enlève un mur dès le départ de la relation et je préfère. Alors on se dit tu avec grand plaisir. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire, puisqu'on est dans une Rosalie, qu'on pédale ensemble, la Rosalie, je le rappelle à nos éditeurs, c'est ce drôle de vélo dans lequel il faut être plusieurs à pédaler pour avancer. Donc, c'est vraiment un podcast qui s'intéresse à la coopération et aux liens entre humains. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel environnement on est en train de pédaler aujourd'hui ? La forêt, bien sûr. C'est mon endroit préféré au monde. C'est là où je me sens le mieux. Et donc, on est en train de pédaler peut-être dans une forêt imaginaire à mi-chemin entre la forêt de Fontainebleau et la forêt de Brocéliande. Et dans cette forêt, il pourrait y avoir des lacs, des étangs, des grenouilles, des animaux, mais aussi, si on regarde bien, des fées, des elfes qui se cachent. Il y a un bruit particulier, là, je dis ça pour le studio qui va derrière nous faire un petit montage de ces sons. C'est quoi le bruit d'une fée ? Des sentiments. Ah oui ? Un murmure au creux de l'oreille pour dire « je suis là si tu as besoin de moi ». Et puis après, c'est des sons de la forêt, type, comme je t'ai dit, des grenouilles autour d'un étang ou des feuilles dans les arbres qu'on entend. On est déjà dans le cadre d'une histoire, en fait, là. Ah, mais moi, ne me lance pas là-dessus. Le bruit des fées, est-ce que c'est le bruit de nos intuitions ? Oh, je suis sûre que c'est le bruit de nos intuitions. Elles murmurent à nos oreilles ? Ben voilà, on est parti. Cet épisode est lancé, on est au cœur de nos imaginaires. J'y suis. Et on sait bien à quel point les histoires pour enfants, mais les histoires qui nous accompagnent quand on grandit aussi, puisque c'est celles qui ont rythmé notre enfance, peuvent influencer la construction de nos identités, de nos valeurs. C'est une sacrée responsabilité pour les conteurs que vous êtes. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience, cette responsabilité, dès la création, dès le lancement de l'Uni ? Oui, et c'est même ce qui a motivé la création de l'Uni.
Donc moi, j'ai fait des études de design. En dernière année d'études, j'ai écrit un mémoire sur les imaginaires collectifs et individuels, qui parlait du fait que les imaginaires font partie de nos vies et façonnent notre manière de percevoir le monde. Et à la fin du mémoire, je parle particulièrement du domaine de l'enfance, où les bases connectives de l'imagination se font entre 3 et 8 ans. Et je le mets en relation avec l'arrivée des écrans dans nos vies. Là, on est en 2012, donc au moment... C'était la grosse question, la grosse question parentale, la grosse question de l'inquiétude des écrans. C'était Pas encore, parce qu'en fait, c'était le moment du boom de l'iPad et du smartphone. Ok. Donc en fait, au contraire, à ce moment-là, beaucoup de solutions, notamment pour enfants, se faisaient sur tablette. Et moi, ça m'a alarmée parce que je trouve qu'un écran ne permet pas de se développer entièrement. Et donc, j'ai voulu tout de suite, en me disant les bases cognitives de l'imagination se font entre 3 et 8 ans. Les écrans dans nos vies vont menacer l'imagination. Du coup, comment je fais pour proposer une alternative aux parents qui soit saine et qui développe l'imaginaire? Donc, c'était des études de design. Tu es partie sur cette question des imaginaires. Ça aurait pu s'exprimer autrement que par une boîte à histoire. Les imaginaires, ça se travaille ailleurs aussi, dans l'architecture, dans la fabrique. C'est vaste. C'est très vaste. Les imaginaires, ça se travaille partout. Il faut que tout le monde s'empare de ce sujet, parce que comme tu le disais, les récits sont partout. On s'échange un bout de papier en disant que ça a de la valeur. Donc les récits sont partout, donc il faut changer de paradigme à tout endroit dans lequel on a des interactions. Moi, je me suis concentrée sur effectivement raconter une histoire premier degré aux enfants, telle qu'on s'imagine quand on parle de raconter une histoire, parce que ça fait partie de mon histoire personnelle. Moi, je suis une enfant. L'histoire du soir était mon moment préféré. Quand je jouais dans ma chambre, j'avais toujours une cassette ou un CD d'histoire qui tournait. Donc, c'est ce qui m'est venu. En tout cas, c'est pour ça que j'ai créé une boîte à histoire. Alors, la fabrique à histoire, elle a été pensée dès le début comme une machine coopérative. Bon, je ne sais pas qui ne connaît pas l'Uni parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, mais donc on rappelle le principe, on tourne 2 gros boutons, ça s'adresse aux enfants dès 3 ans, donc c'est très facile, et ils vont choisir le héros de leur histoire, l'endroit où ça se passe, donc ils vont choisir Suzanne et Gaston, mais ça s'est bien enrichi. Oui. Cette question de la coopération, même dans la création d'histoire, elle t'est venue comment? Est-ce que tu étais une utilisatrice des livres dont vous êtes le héros? Eh bien, tu as tout compris, c'est l'inspiration principale. Tu mélanges le livre dont tu es le héros, que mon père me racontait tous les soirs avant de m'endormir, avec les cassettes audio. Hop, la fabrique à histoire, un petit amour pour les objets des années 70. Donc, la fabrique à histoire a un look un peu rétro, mais effectivement, ça a été l'inspiration principale pour se dire on va créer son histoire, fabriquer les éléments. Aujourd'hui, on a plus de choix, c'est-à-dire qu'on a aussi donc les histoires à composer, mais on peut aussi intervenir pendant l'histoire, ce qui rend l'enfant vraiment acteur de son histoire. Ce principe de coopération, en fait, c'est une coopération entre l'enfant et le créateur de l'histoire. Oui. L'enfant est le créateur de l'histoire, l'enfant est son imaginaire, l'enfant est son esprit critique. C'est vraiment, au lieu d'être dans une position passive d'écoute, il est vraiment partie prenante. Et c'est ce qui change l'expérience par rapport à quand on écoute une histoire classique où on est juste dans une position plutôt passive. Ça aussi, on revient 11 ans en arrière. Ça a été très vite adopté par les enfants. C'était intuitif d'aller choisir, comment ça a été reçu. Et aujourd'hui, est-ce que ça a changé le marché? Est-ce qu'aujourd'hui, on pense les histoires comme ça? Nous, c'est quand même notre élément différenciant encore aujourd'hui. Le fait de pouvoir fabriquer les histoires, on en a fait vraiment une identité. On a développé tout un catalogue où à chaque fois l'enfant est partie prenante de l'histoire. Et quand on s'est lancé, je pense que ça répondait d'abord avant tout à un besoin des parents plus ou moins conscients d'avoir une alternative aux écrans. Un des retours qu'on nous fait le plus, c'est « Oh là là, vous avez sauvé mes trajets en voiture ». Ouais, ça c'est sûr. Je confirme. Donc effectivement, ça a été accueilli dès le début. Nous, on a créé le marché. Donc en fait, il y avait un trou. On s'y est mis au bon moment. Et forcément, ça a été. Et puis alors, bien vous avez été rejoint par plein d'autres aujourd'hui. Oui. Voilà, mais l'enfant est acteur et c'est chez vous que l'enfant est acteur. Hein. Exactement. Et j'y tiens parce qu'on en parlera peut-être, mais
faire travailler l'esprit critique et la capacité à l'enfant à faire des choix, c'est une faculté cognitive dont on va avoir grand besoin dans les années à venir. Donc, si on parle de responsabilité, il y a plein d'autres choses qui me viennent. Donc, cette question des écrans, effectivement. Pas d'écran sur la Fabrique à Histoire. En revanche, sur les produits suivants, sur Flamme, qui s'adresse aux 7-11 ans, il y en a un. Qu'est-ce qui a changé ? Très bonne question. En tant que designer, moi, je me pose toujours la question de à qui je m'adresse et comment je m'adresse. Ce sont les enfants. Donc, pour notre premier produit, pour les 3-8 ans, sans écran. Et puis, l'enfant grandit. Donc, nous, on voulait garder notre identité, nos valeurs. On raconte des histoires aux enfants, oui, les parties prenantes. Mais comment on le fait pour des enfants entre 7 et 12 ans ? Et là, on a décidé d'ajouter un écran, mais pas n'importe comment. L'écran a été ajouté pour plusieurs raisons. Un, pour la navigation. Ce sont des livres audio pour les 7-12 ans qui sont plus longs, donc qui sont chapitrés, qui nécessitent du coup qu'on puisse naviguer dans l'histoire. Sur la Fabrique à Histoire, c'est des histoires plus courtes, donc il y a pas besoin, mais il y avait vraiment ce besoin du coup de pouvoir naviguer. Deuxième chose, on s'adresse à des enfants qui sont plus grands et donc qui ont un besoin d'interaction un petit peu plus fort. Donc là, l'écran s'allume pendant l'histoire, de temps en temps, pour pouvoir permettre de récolter des objets dans un inventaire, dialoguer avec un personnage, se déplacer sur une carte, ce genre de choses. Mais ça reste une expérience qui est majoritairement audio. L'écran s'éteint quand l'histoire est racontée. Et en plus de ça, l'écran n'a pas été mis n'importe comment sur l'objet puisque ce n'est pas un écran tactile. On l'utilise avec des boutons, avec une molette, qui est un peu notre marque de fabrique. Et en plus de ça, il y a une plaque qui a été mise par-dessus l'écran qui rend un peu l'image un peu floue. Ce n'est pas un défaut de fabrication ou de mauvaise qualité, c'est complètement voulu pour qu'il n'y ait pas ce rapport hypnotique de je suis collé le nez contre mon écran, dont là on met de la distance par rapport à l'écran. Donc l'idée c'est à chaque fois comment on s'adresse aussi à une génération qui grandit avec le digital pour leur proposer des objets qui sont adaptés mais qui vont pas mettre de côté au bout de 2 secondes en disant maman, papa, t'es gentil, mais je vais pas l'utiliser. Donc il faut jouer aussi avec son terrain, avec. Et ça, cet écran qui est un petit peu, qui n'est pas l'écran net du smartphone, ça convient quand même. Ils s'accrochent quand même. Ils accrochent quand même. Bien sûr, parce que c'est l'expérience audio qui prime. C'est pas ce qui se passe sur l'écran. Et ce qui se passe sur l'écran sert l'histoire. Elle est au service de l'histoire. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on crée les interactions dans nos histoires. C'est est-ce que ça sert l'intrigue ? Et donc, du coup, quand ça sert l'intrigue, on est intéressé par l'intrigue, et donc par l'histoire, et donc, en fait, par l'audio. Qui sont les utilisateurs de Flamme ? Est-ce que c'est les premiers utilisateurs de la Fabrique à Histoire ? Oui. Ou est-ce que c'est des nouveaux ? C'est encore très difficile à dire, parce que le produit est assez récent du pourcentage de nouvelles personnes qui ne nous connaissaient pas, qui utilisent Flamme. Globalement, c'est quand même notre communauté dont les enfants grandissent et qui ont une envie de protéger un maximum leur enfant des écrans, de repousser l'arrivée du smartphone. Et donc c'est un choix des parents, hein. C'est-à-dire que vous avez une communauté forte de parents qui croient en ce produit. Oui, c'est un choix des parents et en même temps, c'est un objet trop cool pour l'enfant. Mais est-ce que ça veut dire que c'est des parents qui ont cette conscience aussi de ces imaginaires, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, de ce qu'ils transmettent aux enfants. Voilà, est-ce qu'il y a une bulle en fait ? Est-ce qu'il y a une bulle des utilisateurs Luni ? Oui, je pense qu'il y a une bulle. Et en même temps, c'est une grosse bulle. Et il y a effectivement des membres de notre communauté qui sont ultra impliqués. Et en même temps, le cercle Luni est tellement élargi aujourd'hui. Au début, nous, on pensait qu'on allait s'adresser qu'à une certaine tranche de la population, ce qui me rendait un peu triste, mais je m'étais dit au début, les bobos parisiens, ça va être les plus faciles à avoir. Et en fait, 2 millions de produits vendus plus tard. Oui, on peut plus dire que ça. On peut plus dire ça. Ouais. Et j'en suis ravie parce que ça prouve juste que se raconter des histoires, c'est ce qui fait partie de nous en tant qu'êtres humains. Et qu'on a trouvé la bonne manière de raconter des histoires aux enfants. Et donc, oui, de plus en plus, de toute façon, de plus en plus de parents aujourd'hui sont sensibilisés. Donc, il y a ceux qui nous ont suivis dès le début, qui avaient pressenti comme nous le fléau des écrans. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet de santé publique. On peut plus le cacher, donc il faut s'en emparer encore plus. Vous travaillez actuellement sur... je t'ai vous voyez. Donc, tu travailles actuellement sur Nouménia, un nouveau projet éditorial à destination des 11-14. Oui. Qui sera diffusé cette fois sur smartphone. Alors, ce que tu m'as expliqué, c'est que ça va passer d'abord sur Flamme et puis sur smartphone. Oui.
est-ce que la question pour les plus grands, Oui. c'est plus parce qu'on peut plus le faire de lutter contre les écrans et les smartphones parce qu'ils en ont tous un, mais d'en proposer une utilisation plus vertueuse. Oui, j'y crois. J'y crois énormément. Et je savais que ça allait créer des débats au sein de notre communauté, puisque notre communauté a fait le choix de l'Uni pour être une alternative aux écrans. Donc forcément, le fait qu'on aille sur smartphone, ça crée des discussions et des questionnements. On peut pas faire comme si aujourd'hui l'usage des ados était hors des écrans. C'est là où ils sont la plupart du temps. Et moi, j'ai pas du tout envie de mettre le sujet sous le tapis et ne m'adresser qu'aux gens en plus qui sont sensibilisés. Dans mon monde idéal, l'ado n'a pas de smartphone avant ses 16-17 ans. Oui, mais alors ça, c'est... Mais c'est utopiste. Ouais. C'est pas très réaliste. Et donc, du coup, il faut qu'on puisse leur proposer du contenu sain sur smartphone pour qu'ils puissent, le temps passé dessus, préserver un maximum leur fonction cognitive pour qu'on retarde parce que tout ce qui s'enclenche avec les contenus actuels, c'est les algorithmes qui viennent chercher les schémas de l'addiction, de la récompense. Et donc du coup, il faut absolument qu'on crée des contenus qui aillent à contre-courant de tout ce type de contenus qui en fait sont une menace pour le développement du cerveau des ados qui est encore en pleine plasticité. Donc oui, on va sur écran. Parlons-en en fait, créons le débat et moi je suis très confiante avec ce qu'on a créé dans Numenia, ce qu'on raconte, la manière dont on le raconte. Le but c'est de s'approprier les sujets et c'est encore une fois c'est rendre l'ado partie prenante et c'est Numenia, c'est exactement un récit qui permet ça. On va revenir sur Numenia. Comment tu nourris tes convictions, parce qu'on comprend qu'elles étaient là dès le départ à la création de la Fabrique à Histoire, et puis le temps passe, et puis les technologies évoluent. Comment est-ce que tu nourris et tu continues à penser les produits que vous développez dans ce contexte de changement hyper rapide, hein? Très bonne question. De changement d'usage aussi, oui. Et de perception. Les parents ne perçoivent plus les choses de la même manière, et puis c'est plus les mêmes parents, et puis les inquiétudes sont plus les mêmes. Oui, tout à fait. Le monde évolue à une vitesse folle et c'est assez vertigineux. Et moi-même, je me sens plutôt vulnérable et fragile face à tout ce qui se passe. Ça a été un peu compliqué pour moi pendant quelques années où j'étais en plein dans l'opérationnel de l'Uni. De justement pouvoir m'accorder du temps pour penser plus loin. Or, moi, ça a toujours été ma force de savoir me projeter et de déceler des signaux faibles et forts pour ensuite en dégager une vision. Et là, depuis quelques années, je me suis écartée de l'opérationnel chez l'Uni pour justement pouvoir me nourrir et donc aller à la rencontre. C'est ça la clé, hein, c'est aller à la rencontre de plein de gens qui font plein d'activités, de métiers, d'actions différentes pour ensuite synthétiser tout ça. J'ai un cerveau, j'ai de la chance qui prend, qui agglomère et puis au bout d'un moment ça fait et ça dégage une idée et après voilà je suis mon intuition et donc les rencontres c'est ce qui tisser des liens tisser des liens c'est un peu la clé, hein. C'est un peu la clé, oui. Est-ce que ça on a parlé des écrans, est-ce que ça pose la question plus générale justement de la place des nouvelles technologies dans la vie des familles? Ouais. Est-ce que tu réfléchis déjà à la façon dont l'IA, par exemple, peut modifier les rapports à l'histoire du soir? Est-ce que il y a déjà des entreprises qui intègrent l'IA générative dans des jouets. J'ai vu un petit robot, là, je ne sais plus son nom, qui promet des vraies conversations avec les enfants, d'être là tout le temps dans leur vie, à chaque moment de la journée. Qu'est-ce que tu en penses? Très honnêtement, je suis terrifiée. En tant que designeuse, j'ai toujours été attirée par les nouvelles technologies et là, j'ai aucun problème à dire celle-ci me pose problème pour la génération d'histoire. J'ai envie de dire déjà pourquoi on a la capacité nous-mêmes de créer des histoires. Pourquoi s'enlever ce bonheur d'imaginer des histoires et ensuite de les raconter et de les transmettre.
Donc, moi, j'ai pas du tout la réponse sur l'IA. J'ai envie de prendre le temps de voir comment ça se comporte. J'ai pas du tout envie d'être dans une démarche opportuniste où tout le monde y va et donc du coup on y va. Mais on se pose pas vraiment la question de pourquoi on y va et comment on y va. Donc là, mon envie, c'est plus d'être dans l'observation et de se poser les bonnes questions. Tout ce que je peux dire aujourd'hui par rapport à l'IA, c'est qu'elle va menacer l'esprit critique dans notre manière de penser. Nous conforter dans nos bulles. Conforter dans nos bulles et faire diminuer notre esprit critique, puisque c'est l'IA qui va réfléchir à notre place. Donc en fait, elle va certes nous amener la réflexion, mais il faut savoir que les circuits, les connexions qui se créent dans le cerveau, elles se font encore lorsqu'on pense. Et donc si c'est plus nous qui pensons, ça va nous enlever des facultés. Ça aussi, tout comme nous enlever la faculté d'imaginer il y a 10 ans, moi la faculté d'avoir de l'esprit critique ou de penser par soi-même, ça me terrifie. Et donc, du coup, ce que ça me donne envie de faire, c'est, je ne sais pas encore l'IA, j'ai envie de prendre le temps, mais tout ce que je sais, c'est que on va renforcer chez l'Uni le fait d'aller faire travailler l'esprit critique de l'enfant. Voilà. Pour que si l'IA menace ça, et nous, on va aller à fond faire travailler l'esprit critique de l'enfant dans nos histoires. Donner une alternative. Oui. Ouais. Et puis, il y a une balance, quoi, toujours. Cette conversation, elle me donne l'occasion d'inviter nos auditeurs. Je ne sais pas si tu l'as écouté, d'écouter un épisode du podcast Vlan de Grégory Pouy, c'est l'épisode 32. Et dans cet épisode, qui vraiment vaut le coup... Je l'écouterai, ouais, c'est la chercheuse et journaliste Naomi Roth qui parle de ces humains qui tombent amoureux d'une IA. Et elle a une phrase un peu choc qui dit qu'aujourd'hui, il y a plus d'humains en compagnonnage avec une IA que de fans de Taylor Swift. La chanteuse, elle compte 281 millions d'abonnés sur Instagram, donc ça dit un peu le nombre de gens qui sont en compagnonnage, c'est-à-dire notamment amoureux d'une IA. Et elle explique pourquoi. Et c'est vraiment intéressant, elle explique dans cet épisode que c'est un phénomène qui est rendu possible par notre relation dans l'enfance à plein d'objets qui sont devenus familiers et qui nous parlent et qui interagissent avec nous comme des humains. Donc les poupées qui parlent, les Tamagotchi qu'on a eu petits... les peluches dont il faut prendre soin. En fait, nous, les humains, on a besoin de prendre soin. Et on s'est habitué petit à prendre soin d'objets. Et donc, ça devient normal de tomber amoureux d'objets, ou d'objets matériels ou immatériels, puisque l'IA est immatérielle. Et voilà comment on est arrivé à nous tourner vers des amoureux virtuels. Ça encore, c'est une responsabilité dingue. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je n'avais absolument pas vu ce sujet-là de cet angle. Moi, j'aurais plus, alors je suis absolument pas spécialiste dans le domaine, mais j'aurais plus dit, on en est arrivé là, eh bien parce qu'on est dans un monde hyper individualisé, où on est replié sur soi-même, et donc c'est la conséquence logique du fait que on a besoin d'interaction, mais on est dans un monde complètement individualisé, et donc du coup, on va aller tomber amoureux d'une interaction facile. Où en plus de ça, on se met pas en danger. Qui nous portera jamais à la contradiction. Exactement. La responsabilité des histoires, elle est très forte, mais elle n'est pas que dans les histoires. Mais les histoires sont très intéressantes pour aller créer des ponts avec la réalité. Donc pareil, si on observe le fait de tomber amoureux d'une IA, moi ce qui m'alerte là-dedans, c'est le manque de relations humaines. Or, on en a biologiquement besoin. C'est-à-dire qu'une IA va peut-être nous apporter une sécurité affective pendant un temps, mais tout le langage non verbal, tout ce qui se passe dans une relation qui est plus de l'ordre de l'organique, il faut pas que ça disparaisse, on en a besoin. Et donc dans les histoires, on doit aller raconter ces liens humains, les mettre en joie, mais aussi, c'est quelque chose sur lequel je m'intéresse de plus en plus, comment créer des ponts entre l'histoire et la réalité. Une fois qu'on a écouté une histoire où t'es avec tes amis et ça se passe trop bien et Suzanne et Gaston ils s'entendent trop bien, etc. Ok, super, donc ça nourrit. Mais comment je vais aller ensuite l'expérimenter dans le monde réel? Et donc j'aimerais bien aller creuser cette partie-là. Concrètement, ça se passerait comment? Ça serait...
Je peux te donner l'exemple que j'ai eu pour l'instant de l'idée avec Numenia, donc la fiction pour ados que je coécris. Donc il sera sur smartphone sous forme d'une application. On écoute l'histoire et de temps en temps, j'aimerais pinguer un peu l'ado pour lui dire bon bah t'as écouté l'histoire, il s'est passé ça, va tenter une activité, va tenter cette activité, peut-être contacte un de tes amis en faisant ça. Donc d'abord suggérer. Et si Numenia marche, mon rêve, c'est d'aller créer des liens avec le territoire et donc avec des locaux. Donc ça demande énormément de travail pour aller mapper un petit peu toutes les activités qu'il peut y avoir sur un territoire, mais c'est de proposer des choses encore plus concrètes. Voilà. Une colo, aller faire un stage, j'en sais rien, dans une ferme pour aller savoir comment on s'occupe de poules, enfin plein de choses comme ça. passer de l'histoire à la réalité. Exactement, mettre les mains dans la terre. Ouais. Si le numérique nous coupe de nos sens, le goût, le toucher notamment, eh bien, il faut que nous, on crée des choses qui nous permettent d'aller retrouver ça. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que ça vient durablement nous apporter du bonheur, de la sérénité. Donc, c'est là-dessus qu'il faut aller. Le livre audio, ça marche très très bien. Chez les adultes et chez les enfants. Hein. D'après le Centre national du livre, l'écoute du livre audio chez les jeunes Français entre 7 et 19 ans a doublé depuis 2016. 42% de cette tranche d'âge qui écoute des livres audio. 62% chez les 7-9 ans. Ça pose une vraie question en ce qui concerne l'écrit, la lecture du livre. Une question que s'est posée Ouzbek Erika dans le nouveau format de son magazine de prospective qui s'appelle Futur. C'est le dernier numéro, le numéro 46. Hiver 2025. Et ça pose cette question, l'écriture va disparaître, et alors ? C'est très intéressant parce que le développement de ce format oral, les messages vocaux, les histoires à écouter, les robots conversationnels, mais aussi le retour de l'oral beaucoup à l'école. On a vu qu'il y a le grand oral du bac qui a pris une place importante. Il y a eu une expérimentation dans 1200 établissements scolaires maternels et primaires l'année dernière, en 2024, qui a montré que 47% des écoles qui ont mis en place des cours oraux d'empathie ont vu des nombres de situations de violence diminuer en l'espace de 4 mois. Et ça incluait des jeux oraux, mais aussi l'écoute active d'histoire. Qu'est-ce que ça te dit du rôle à jouer pour le développement de l'empathie ? J'aurais tellement de choses à dire sur le sujet. Déjà, quand j'ai appris qu'il y avait des cours d'empathie qui se créaient, j'ai explosé de joie, tellement c'est une bonne nouvelle de se dire « Ah, enfin, on en parle, on le met comme... On passe notre temps à interagir les uns avec les autres, comment ça se fait que on l'apprenne pas, ça ?» Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. J'ai pas encore lu le dernier Ouzbek Erika, il est sur ma table basse et j'ai très très hâte de le lire. Donc déjà, concernant l'empathie et le rôle des histoires là-dedans, les histoires audio, notamment, permettent une immersion plus forte que de la lecture. Pourquoi ? Parce qu'on peut y mettre du sound design, parce qu'on peut y mettre plusieurs voix, et donc du coup, on a une capacité de visualisation qui est plus forte. C'est plus immersif. Utiliser ce pouvoir-là pour faire de la mise en situation, que ça soit donc de la visualisation, de l'hypnose, de la méditation. En fait, c'est vraiment vivre la situation, mais sans danger. Puisqu'on fait, c'est du jeu de rôle en fait. Et le jeu de rôle, j'encourage n'importe quel parent à faire des jeux de rôle avec son enfant. C'est ce qui permet le mieux de se projeter dans une situation et ensuite de réfléchir et dans un cadre complètement sécurisé. Et en plus, on s'amuse. Donc, le rôle des histoires, il est tellement fort, il permet vraiment ça. Et après, c'est super qu'il y ait plus d'oral qui soit mis au goût du jour. Moi, je rêve qu'on remette l'expérience de conteur et de conteuse encore plus. Il y a de plus en plus de parcours contés dans les musées. Oh là là, allez les faire. Normalement, c'est pour enfants, mais même les adultes, allez les faire. C'est un bonheur. Malgré tout, écouter, parler, lire, écrire, ça vient faire marcher des choses différentes dans notre cerveau. Ce sont des fonctions différentes. Donc tout ça doit être complémentaire et donc j'ai hâte de lire le dernier Ouzbek Erika. Ça serait dommage quand même que l'écrit ne reste que pour le technique, quoi. C'est peut-être la chose qu'on peut regretter. Pour le coup, c'est tellement complémentaire. Il faut que tout ça vive en même temps. Ouais.
Alors justement, dans Ouzbek Erika, ils parlent des métiers du futur. Mm. Et ils disent qu'en fait, le métier qui va revenir en force, c'est celui de conteur. Oui. Je le cite, ils disent des mémoires ambulantes qui ne craignent ni les pannes de centres de données, ni les incendies de bibliothèques. Tu te reconnais dans ce métier de conteuse? Alors, j'ai aucune compétence dans le fait de raconter à l'oral des histoires, retenir une histoire, et c'est vraiment une compétence de savoir bien la restituer, bien la raconter. Peut-être plus tard, mais en tout cas, je me sens conteuse dans le fait de, par exemple, d'écrire cette histoire du Ménia et de la transmettre. Donc, ça fait partie du rôle. Et moi, je rêve qu'il y ait des écoles de conteurs-conteuses qui popent un peu partout et qui se répandent. Et c'est une expérience tellement fabuleuse d'écouter une histoire comme ça. Moi, l'année dernière, j'étais à Pimpon, enfin, à côté de la forêt de Brocéliande, et pendant 1h30, il y a un conteur qui nous a raconté la légende arthurienne dans l'herbe, sous un chêne, et j'étais vraiment des yeux d'enfant. C'était génial. On s'en lasse jamais. Je pense que depuis les grottes préhistoriques, on se racontait des histoires comme ça. Ouais. C'est quoi les nouveaux récits qui te tiennent à cœur aujourd'hui et que tu souhaites transmettre à travers l'Uni? Avec l'Uni, on a créé notre maison d'édition en 2017. On a aujourd'hui un catalogue très étoffé avec directement une charte éditoriale pour lutter contre les stéréotypes de genre, sensibiliser aux causes écologiques, un maximum de visibiliser tout le monde, de la représentativité. Et effectivement, on va aller encore plus loin dans ce qu'on raconte. On en parlait, les valeurs de soin me semble être un des récits sur lequel il faut vraiment pousser le curseur. Le soin, comment on sort d'une crise, comment on est ensemble, l'entraide va avec le soin. C'est les histoires qui me semblent importantes d'être racontées partout. Est-ce que les enfants ont besoin d'utopie? On est abreuvé de dystopie, donc d'histoires qui mettent en scène des catastrophes, des avenirs sombres. Est-ce que l'enfance doit être protégée de ça? Est-ce qu'il s'agit de conserver une forme de confiance chez nos enfants avec des récits qui montrent qu'on peut penser un futur heureux? C'est primordial parce que si on ne raconte que le malheur, il va arriver. C'est Cyril Dion que j'aime beaucoup citer qui dit toujours l'imaginaire précède l'action. Et donc si nos imaginaires ne sont que sombres, nos actions finalement soit vont être dans cet environnement sombre, soit ça va pas du tout nous donner envie d'être en mouvement. Donc d'abord imaginer comment on se met en mouvement et ensuite se mettre en mouvement. Et donc du coup, raconter des utopies, ça en fait partie. Il y a une mécompréhension de ce que peut être l'utopie. On pense tout de suite à quelque chose peut-être d'inatteignable ou de trop bisounours ou de... Non, en fait, une utopie, c'est raconter comment on se sort de certaines situations, c'est raconter à quoi pourrait ressembler le monde de demain, plus durable, plus respectueux du vivant. Et donc, on a forcément besoin d'utopie. On parlait de projection tout à l'heure, l'importance des histoires, mais en fait, c'est exactement ça, c'est de se projeter. Et on est beaucoup plus en joie de se mettre en action quand on se projette dans un avenir positif. Par exemple quoi? Quelles sont les utopies que tu veux porter aujourd'hui? L'utopie la plus importante pour moi, déjà il y a c'est les utopies, mais une qui m'intéresse particulièrement, c'est comment tu redonnes pouvoir à du local, la prise de décision plus localisée, comment tout est accessible les uns avec les autres, des prises de décision collégiales, comment on réussit à interagir les uns avec les autres. Donc j'aimerais demain un monde où il y ait plus de pouvoir aux localités et plus de place aux vivants, bien évidemment, mais ça va passer par s'organiser en petits groupes pour savoir comment chacun a un rôle, comment les rôles peuvent s'interchanger, comment l'intergénérationnel peut vivre là-dedans, comment on se transmet des choses et qu'il n'y ait plus de silos. Donc oui, le vivre ensemble, plus ensemble et plus chacun derrière quatre murs, c'est l'utopie. Et ça, cette
conscience aiguë que tu as du besoin de créer des utopies, de création de liens, en fait. Oui. Comment ça s'exprime? C'est-à-dire que le Suzanne et Gaston 2025, ça va être... Bon, c'était déjà Suzanne et Gaston ensemble, voilà, mais... Oui. Comment ils vont... Est-ce que ça s'adresse aux tout petits? Parce qu'on comprend avec les plus grands, mais des tout petits, dès 3 ans... Bien sûr. Ah, bien sûr, je sais pas si tu te souviens à quel point les histoires qu'on nous racontait petits, même tout petits, peuvent avoir de l'impact. Moi, par exemple, une de mes histoires préférées quand j'étais petite, c'était le poisson arc-en-ciel. Donc ce poisson qui a plein d'écailles qui lumine et qui dit bah pourquoi moi j'en ai plein et je suis le seul à avoir des écailles argentées, c'est nul, et qui distribue ses écailles. Moi, ça a ancré quelque chose en moi de partage et de très fort. Donc oui, dès tout petit. Et donc si on imagine le catalogue de l'Uni demain, mais qui est déjà, il y a déjà une base très très là, hein, très ancrée. Mais par exemple cette année, on va sortir Suzanne et Gaston à la ferme. Donc ça va être de raconter. En fait, ce qui est très rassurant dans le fait de raconter les histoires du monde durable, c'est que les histoires existent déjà. On va pas aller se triturer l'esprit pendant 10 ans à savoir à quoi peut ressembler le monde de demain. Il y a déjà des exemples du monde durable qui marchent parfaitement. Donc, le catalogue de l'Uni demain, ça sera d'aller encore plus rencontrer ces acteurs qui vivent déjà le monde durable aujourd'hui et aller les mettre en lumière. Ça me parle beaucoup parce que c'est exactement ce que je veux faire dans ce podcast, c'est montrer que les liens existent déjà et que le problème, c'est qu'ils sont pas valorisés, c'est qu'ils sont pas mis en lumière, mais qu'ils sont là et que chacun peut y avoir accès. Donc, tu es en pleine écriture d'une fiction pour les ados, et avec des co-autrices, je crois. Une co-autrice. Une co-autrice. Et vous avez diffusé une charte d'écriture qui annonce notamment la volonté de reféminiser la langue, de gommer les marques de genre, de bannir l'utilisation du mot homme quand on parle de l'humanité, par exemple. Et vous employez des pronoms non binaires. C'est quoi les questions que vous êtes posées là? Comment vous avez posé tout ça? Alors les prénoms non binaires, c'est à la marge. C'est vraiment, ça fait pas partie de notre travail principal sur tout ce qu'on a. Mais il y a des personnages qui seront Yel ou qui seront, c'est ça? Oui, il y en a 2, mais qui apparaissent, je dirais, dans la saison 2 et dans la saison 3. Le gros travail qui a été fait sur cette charte, c'était de se dire comment on fait évoluer aussi nos pratiques. Moi déjà, ça fait des années que j'écris en inclusif, donc ça fait partie de moi. Et je me suis posé la question de, ok, mais comment on fait pour la fiction? Et je voyais des tentatives par-ci par-là, mais toujours des critiques sur ces tentatives de, oh là là, le point médian et les néologismes, et ça alourdit et tout ça. Et finalement, personne ne s'est posé la question de le langage inclusif à l'oral et dans la fiction. Et donc du coup, ça a été l'occasion de se poser la question. Ce qui est super, c'est que Numenia est un livre audio dont tu es le héros ou l'héroïne. Et donc ce qui veut dire qu'on s'adresse, le narrateur, les personnages s'adressent à l'auditeur, l'auditrice, directement en disant tu. Ce qui fait qu'on ne peut pas genrer le héros, l'héroïne. On ne peut pas, c'est pas possible. Donc déjà, on a eu ce travail de fait, on doit faire en sorte de s'adresser à l'auditeur, l'auditrice sans mettre de marque de genre. Super contrainte. Pas toujours évident, mais super contrainte. Et ensuite, on s'est demandé comment on pouvait aller encore plus loin. Une des choses qui me semble essentielle, et c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes qui travaillent sur la question, le fait que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc on s'est attaqué aussi à ce chantier. Comment on fait pour que, quand on raconte une histoire, quand on parle, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin? Et donc du coup, on a fait aussi un travail là-dessus, de savoir comment on tourne autrement les phrases, ou parfois on dit le berger, la bergère, voilà, ce qui, on peut penser, alourdit la phrase, mais en fait, plus longtemps, moins on l'entend. Donc il faut bien commencer par quelque chose. Et donc ça a été le travail, et puis aussi reféminiser la langue, donc certains métiers, le remettre au féminin, ce genre de choses. Et puis une fois qu'on a fait ça, on a fait relire notre saison 1, notre saison 2 à Pascal Gigax, qui est spécialisé dans le langage inclusif, qui vient d'obtenir un prix, qui est l'équivalent du prix Nobel en Suisse, qui nous a relu les 2 ouvrages et qui nous a pointé, donc on a regardé l'équilibrage entre les personnages féminins et masculins, les stéréotypes de genre,
Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait sur certaines choses, notamment sur les personnages tertiaires, où on pouvait être plus fragile. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'on a fait un rééquilibrage. Plus fragile, pourquoi? Parce que plus de Quand je dis figures fragile, masculines. c'est juste qu'inconsciemment, on avait créé plus de personnages tertiaires masculins. C'est fou quand même. Et donc, du coup, dans l'équilibrage complet, on avait plus de personnages masculins qui apparaissaient que féminins. Et donc, on a fait un travail où on s'est dit, ah ok, où est-ce qu'on peut changer et rééquilibrer? Et en fait, la plupart du temps, tu peux changer de sexe sans problème. Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait. Et puis aussi, comment gommer les stéréotypes. Et là est amené un sujet qui est ultra intéressant, qui, dans Numenia, il y a un équilibre entre un nouvel imaginaire et l'imaginaire collectif. On se rend dans la planète des imaginaires qui s'appelle Numenia, et on peut y rencontrer toutes les créations imaginées par l'homme depuis la nuit des temps. Et donc tu peux croiser autant Loki que l'enchanteresse Morgane, que voilà. Donc t'as plein de personnages, et tu peux écouter des vieux contes, des contes ancestraux. Sauf que dans les contes ancestraux, il y a des stéréotypes, c'est bourré de stéréotypes. Et donc du coup, on s'est posé la question de comment on peut pas les enlever, les stéréotypes de ces contes, ils existent. Donc est-ce qu'on les réécrit? Est-ce qu'on les twist? Et en fait, on a fait le parti pris de raconter le petit conte tel qu'il existe, mais ensuite d'y apporter une critique en disant voilà comment le conte qui existe depuis la nuit des temps, mais est-ce que tu peux apporter une critique? Qu'est-ce que tu penses? Et en fait, on fait discuter une bande d'ados dans Numenia et on fait discuter les ados entre eux pour qu'ils apportent une critique au conte. C'est très intéressant. En fait, c'est la question de est-ce qu'on cancel ou est-ce qu'on cancel pas. Qu'est-ce qu'on apprend d'une histoire qu'on aurait cancel? C'est-à-dire qu'il faut avoir la référence de ce qui n'est pas correct pour comprendre ce qui est correct, non? Oui, je suis complètement d'accord. Et puis encore une fois, l'esprit critique. C'est en fait permettre à l'enfant, à l'ado, d'apporter un regard critique sur le contenu qu'on lui propose, c'est un cadeau pour toute sa vie. Parce que ça veut dire que quel que soit le contenu ou la situation dans laquelle il va être confronté plus tard, il va lui-même se poser la question de est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste tout court? Et en fait, du coup, c'est un vrai cadeau pour toute sa vie au lieu de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon et en fait on ne donne pas à la réflexion. Il faut faire réfléchir en fait. Et puis le faire en commun, c'est pas mal aussi. Hein. Comment les parents accueillent ce genre de réflexion? On a vu, il y a une grosse polarisation, on le sait, mais on a vu des levées de boucliers sur la question de l'éducation à la vie affective et sexuelle à l'école. Dans ce monde ultra polarisé, est-ce que c'est des prises de décision courageuses pour une entreprise aujourd'hui? Peut-être, oui. Pour l'instant, toutes nos prises de position, alors bien sûr, de temps en temps, ça suscite des discussions et des débats, mais assez à la marge. Ça a plutôt été bien accueilli. Là, pour Numenia, sur la question des stéréotypes et du langage inclusif, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de point médian à l'oral. Donc, on se décharge de ce débat. Et j'ai très hâte de pouvoir en discuter plus profondément. La fiction n'est pas encore sortie, donc j'attends de voir les réactions. Mais je trouve ça très bien de créer les discussions. C'est juste, ce qu'il faut changer, c'est la manière dont on discute. Mais par contre, il faut discuter, il ne faut pas arrêter de discuter. J'ai encore un petit conseil pour nos auditeurs, parce qu'il y a une super maison d'édition à l'écrit cette fois, c'est Talent Haut. Tu connais Talent Haut? Non. C'est une maison d'édition qui s'adresse aux petits et qui, par exemple, propose un imagier qui s'appelle Animal. Ah, mais oui. Et c'est chouette. Et voilà. Maëlle, tu as participé au parcours Nouveaux Imaginaires de la Convention des entreprises pour le climat, qui a été créée en 2020. La CEC, c'est une association d'intérêt général dont la vocation est d'organiser des parcours de prise de conscience et de transformation pour les décideurs économiques. Est-ce que tu en ressors confiante sur la capacité des entreprises à se réinventer pour le bien commun? Oui, j'en sors confiante, mais il y a du taf, beaucoup de travail. Ça a été une aventure incroyable de faire cette convention des entreprises pour le climat, parce que on s'est retrouvés ensemble avec les mêmes fragilités et les mêmes vulnérabilités, et en se disant et on fait quoi avec tout ça? Alors, tu étais sur le parcours des Nouveaux Imaginaires, ça veut dire que c'est des entreprises qui, justement, réfléchissent aux imaginaires. Hein, qui créent du contenu. Qui véhiculent des imaginaires et qui véhiculent parfois des imaginaires matérialistes, capitalistes, écocides. Et donc l'idée, c'était de réfléchir ensemble sur comment
En fait, d'ailleurs, le terme nouveaux imaginaires n'est pas exactement le bon. Le terme nouveau récit serait le mieux, puisque en fait, il n'y a pas de nouveaux imaginaires à inventer, comme je te le disais. Tout est déjà là. Donc, l'idée, c'était qu'on s'est retrouvés en se disant sur quoi on veut mettre l'accent, l'histoire de qui on veut raconter, quel nouveau récit, quel contre-récit on veut raconter. On veut sortir aussi de quel récit. Et donc, c'est tout ça qu'on s'est posé comme question. C'était une aventure humaine très enrichissante. Du coup, beaucoup de travail. Et il faut que toutes les entreprises s'y mettent. En fait, aujourd'hui, une entreprise ne peut plus ne pas penser à sa raison d'être. Chaque entreprise doit se poser la question de qu'est-ce que j'apporte à la société. Et si jamais la réponse n'est pas folle, eh bien comment je me réinvente pour apporter quelque chose à cette société. Et donc oui, il y a des business qui doivent mourir et il y a des business qui doivent exister et croître parce qu'ils apportent quelque chose à la société. Et donc il faut aussi qu'on aille travailler notre capacité à nous réinventer et enlever cette peur de se réinventer, c'est l'inconnu. Et donc si l'inconnu, c'est quelle est ma place dans cet inconnu, allons-y dans cet inconnu et justement créons-le nous-mêmes pour que ça nous fasse plus peur. Maëlle, cet épisode touche à sa fin. J'ai une tradition dans ce podcast. Et puis, on parlait du futur. Donc, ça va t'inspirer. Je vais te donner une boule de cristal. Oh, ouais. J'adore. Ouais, je me doute parce que, bon, tout le monde n'aime pas lire dans une boule de cristal, mais j'imagine qu'une créatrice d'histoire... Tout cet univers-là, j'adore. Eh bien, je vais te demander, Maëlle, de me dire comment tu vois l'avenir et notre capacité à retisser des liens sains entre humains. Eh bien, je te parlais tout à l'heure du fait de se regrouper et d'avoir plus de pouvoir sur les localités. Donc, moi, l'avenir pour tisser des liens, je le vois hors de la vie numérique, ou alors que la vie numérique nous permette de nous rencontrer et nous rencontrer durablement. Qu'on soit pas dans de la consommation de l'échange, mais qu'on soit dans quelque chose de beaucoup plus durable et donc prendre le temps de passer du temps ensemble. Et donc j'imagine un avenir, quel que soit l'endroit où on est, en ville, en campagne, avec bien sûr plus de nature, mais avec un rapport au temps qui est plus sain, qui est moins instantané et qui est plus dans une relation durable où on va prendre le temps d'échanger et de discuter et de créer des vrais liens. J'étais ravie de discuter avec toi aujourd'hui et de prendre ce temps-là. Ce podcast, il est créateur de liens. Est-ce que tu as envie de me mettre en relation avec quelqu'un que je pourrais inviter pour un prochain épisode ? Oui, merci de m'avoir invitée. Et bien sûr, je pense tout de suite à Sandra Ray, qui est la fondatrice de Glowy, et plus récemment d'Anima, qui, elle, son domaine, c'est le biomimétisme et la bioluminescence. Biomimétisme, sujet passionnant. Et donc, je t'encourage à je me réjouis. C'est la meilleure. Super. Eh ben, très bien. Eh ben, avec grand plaisir, je la contacterai. Merci beaucoup, Maëlle Chassard, d'avoir été dans ce podcast Le Voyage en Rosalie. Notre voyage s'arrête ici pour reprendre très bientôt. À bientôt à tous. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a plu ? N'oubliez pas de le noter et de le partager autour de vous. N'oubliez pas non plus que Rosalie, c'est désormais une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations et vous aider à bâtir des ponts plutôt que des murs. On vous propose un combo en 3 étapes. À vous de choisir ce dont vous avez besoin. Étape 1, l'audit et la prospective pour voir loin ensemble. Étape 2, les ateliers et l'animation de vos communautés internes pour faire ensemble. Et enfin, l'étape 3, votre communication au prisme des liens. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com.